Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Allez vite sur la réforme territoriale, c'est l'objectif de François Hollande qui recevra demain tous les partis représentés au Parlement. Et c'est une véritable course d'obstacles qui démarre. Le projet rencontre une multitude de résistances et pose de nombreuses questions. Quelles économies? Que supprime-t-on? Et comment le gouvernement compte-t-il s'y prendre? On en parle dans le grand débat du mardi soir. Manuel Valls monte en première ligne avant le scrutin européen du 25 mai alors que les sondages prédisent une déroute au Parti socialiste. Le Premier ministre fait campagne pour tenter de mobiliser la gauche et ce sont tous les partis plus généralement qui redoutent une abstention record. Le point dans ce journal. 6 personnes en garde à vue après l'opération anti-djihadiste menée ce matin à Strasbourg dans le quartier de la Méno. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, s'est félicité de l'application du plan du gouvernement contre le recrutement de jeunes pour le djihad en Syrie. Les détails à suivre. Le Nigeria se dit prêt à négocier avec Boko Haram pour la libération des jeunes filles enlevées à la mi-avril. Sur place, des avions américains survolent le territoire pour tenter de repérer leur lieu de détention. Et la mobilisation internationale se poursuit, notamment en France, avec 2 rassemblements à Paris aujourd'hui. Images à suivre et puis la chronique nette d'infos de Caroline Deschamps ce soir. Enfin, on l'a appris tout à l'heure, une journaliste française a été tuée en Centrafrique. Camille Lepage, journaliste indépendante, effectuait un reportage sur place. La France fera tout pour retrouver ses assassins, précise ce soir l'Élysée. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Les moyens de renseignement s'organisent sur le territoire nigérian. Des avions américains survolent le pays en mission de surveillance et différents pays fournissent des images satellites pour tenter de repérer les jeunes filles enlevées par Boko Haram. La mobilisation internationale s'organise aussi, notamment à Paris, avec des artistes et des responsables politiques lors de 2 rassemblements aujourd'hui. On voit tout cela avec Nathalie Guilloire. Association anonyme pour tous ce soir, un même slogan sur la place du Trocadéro. Les droits des femmes sont universels. Ils sont venus demander la libération des lycéennes enlevées au Nigeria. Il s'agit vraiment d'un crime, on pourrait presque dire d'un crime contre l'humanité pour nous. C'est vraiment attaquer le droit des femmes, des filles, en commençant par les filles, le droit à l'éducation qui est vraiment un des droits les plus universels. Pour certains militants de longue date, ce message est indispensable à rappeler, même en 2014. J'ai lutté contre l'apartheid. Je ne m'attendais pas qu'après avoir lutté au bout de tant d'années pour sortir des situations de l'esclavage, etc., qu'on se retrouve encore là, mais j'ai l'impression que le monde revient en arrière. Mais la mobilisation n'était pas à la hauteur de leur combat. Beaucoup se disent déçus par la faible participation. Et pourtant ce matin, au même endroit, des célébrités étaient là aussi. Carla Bruni, Sandrine Kiberlin, Alexandra Lamy, Valérie Trierweiler, tous unis sur le parvis des droits de l'homme autour de la même cause. Heureusement que le monde se mobilise aujourd'hui pour ces jeunes filles. Non, je crois que tout le monde peut être fier de cette mobilisation. Mais elle ne doit pas s'arrêter là. Elle doit continuer pour toutes les autres femmes qui sont opprimées dans le monde entier. 223 lycéennes restent encore captives par le groupe islamiste Boko Haram. En se mobilisant, ces personnalités espèrent que l'emballement médiatique pèse sur les décisions politiques à 4 jours d'un sommet international à Paris. 6 personnes en garde à vue après l'opération anti-djihadiste menée ce matin à Strasbourg, dans le quartier de la Méno. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, s'est félicité de l'application du plan du gouvernement contre le recrutement de jeunes pour faire le djihad en Syrie. Les détails avec Fabrice Cunet et Nathalie Guilloire. Très tôt ce matin, des hommes du raid interviennent dans cette barre d'immeubles du quartier de la Méno à Strasbourg. Cette opération vise 6 jeunes soupçonnés de s'être rendus en Syrie pour faire le djihad. Interpellés, ils sont actuellement en garde à vue. Nous sommes résolus à agir de façon puissante contre l'engagement de nos ressortissants dans des actes de djihadisme, notamment en Syrie. L'opération qui a été réalisée avec succès ce matin à Strasbourg témoigne, s'il en était besoin, de notre détermination, de notre résolution et de l'efficacité des actions que nous avons engagées. 1 mois qu'ils étaient de retour dans leur quartier. 1 mois de filatures et d'écoutes téléphoniques organisées par les services de renseignement français.
Pourtant, ces hommes ne fréquentaient pas l'islam radical. Leur rapide embrigadement serait dû aux réseaux sociaux. Dans le quartier, tout le monde connaît un jeune parti en Syrie. Il serait plus d'une dizaine à avoir répondu à l'appel. 2 sont morts en combattant il y a quelques semaines. Face à ce constat dramatique, les habitants se mobilisent autour de Mohamed Benazouz et son collectif Ne touchez pas à nos jeunes. Quand je l'ai appris pour la première fois, je connaissais ces jeunes, donc j'y croyais pas vraiment. Socialement, c'était des jeunes très très importants et on pouvait compter sur eux, sur des choses. Donc voilà, pour nous, donc c'était surprise totale. Ce matin, c'était la première interpellation depuis l'annonce du ministère de l'Intérieur d'un plan de lutte contre les filières djihadistes. Selon les chiffres officiels, 285 jeunes Français seraient engagés en Syrie. À la Méno, les habitants cherchent encore à comprendre. Manuel Valls monte en première ligne avant le scrutin européen du 25 mai, alors que les sondages prédisent une déroute au Parti socialiste. Le Premier ministre fait campagne pour tenter de mobiliser la gauche. Et ce sont tous les partis, plus généralement, qui redoutent une abstention record des partis qui, pour la plupart, partent en ordre dispersé dans cette campagne. On fait le point avec Jérôme Rabier. Ils font campagne sous la même étiquette, mais difficile de dégager un projet européen commun à l'UMP en ce moment. À l'image des critiques d'Henri Guénaud ou de Laurent Wauquiez, au Sénat, certains veulent radicalement changer de ligne européenne. L'Europe qui laisse entrer tout le monde. L'Europe du malheur des autres, que l'on importerait chez soi parce qu'on y serait obligé par un système administratif. C'est une Europe qui ne nous convient pas. Si les contestataires font du bruit, les autres, partisans d'une construction européenne plus poussée, s'estiment majoritaires. Il y a une ligne majoritaire à l'UMP qui est très favorable à la construction européenne. Une construction européenne dans laquelle la France doit jouer évidemment son rôle. Une construction européenne dans laquelle les États équilibrent la Commission, mais une construction européenne. Au PS, les clivages du vote de 2005 sur la Constitution européenne sont oubliés. Tous prônent désormais une nouvelle Europe, mis à part quelques détails de calendrier. Nous sommes tous d'accord au Parti socialiste pour dire qu'il faut changer l'orientation de l'Europe. Ça ne peut plus être une Europe qui, au mépris de l'intérêt des peuples, impose une austérité comme seul horizon. Chez les centristes, s'il y a bien un point commun, c'est l'Europe. Aucune division à l'horizon, tout comme chez Europe Écologie Les Verts, qui ne peut se permettre des voix dissonantes avec un nom de parti pro-européen. Contrairement au Front National, résolument anti-Europe et qui compte bien surfer sur le mécontentement des Français pour s'imposer le 25 mai prochain. La suite du 22h et on va s'arrêter ce soir sur la mobilisation internationale pour dénoncer l'enlèvement des lycéennes au Nigeria. On en parle avec Caroline Deschamps, c'est la chronique Net d'Info. Bonsoir Caroline. Bonsoir Sonia. Alors on va évoquer ensemble cette mobilisation en faveur des lycéennes enlevées par Boko Haram. Rappelons Caroline qu'elle a débuté sur les réseaux sociaux. Et oui, si les people, Jane Birkin, Sandrine Kiberlin ou encore les ex-premières dames Valérie Trierweiler et Carla Bruni, on l'a vu, se sont mobilisées aujourd'hui au Trocadéro. La communauté internationale et les médias occidentaux ont cependant tardé à réagir. Le mouvement de mobilisation en faveur de la libération des lycéennes nigérianes enlevées le 14 avril dernier a d'abord démarré sur Internet. Les internautes du monde entier se sont mobilisés et continuent de se mobiliser sur les réseaux. Une pétition sur la plateforme change.org a recueilli pas moins de 900 000 signatures. À l'origine de cette pétition, une militante nigériane des droits de l'homme qui se démène sur la toile pour que les jeunes filles ne tombent pas dans l'oubli. Alors sur Twitter, c'est le hashtag Bring Back Our Girls. Rendez-nous nos filles, qui a généré plus d'1,5 million de tweets. Et puis, il y a eu des centaines de milliers de photos postées sur Instagram, Sonia. C'est donc un mouvement qui porte ses fruits ? Le mouvement, au départ, il est parti des familles disparues, qui ont été appuyées donc par des militants. Il est vite devenu viral, mais il a pris véritablement une ampleur internationale avec l'appui de Michelle Obama, qui a posté une photo sur son compte Twitter avec un panneau accompagné donc du fameux hashtag, avec un message signé MO, comprenez Michelle Obama. Nous prions pour les Nigérianes disparues et leurs familles. Rendez-nous nos filles. Alors, elle est vite suivie par des stars d'Hollywood, comme
Sean Penn par exemple, et puis aussi par des personnalités politiques, Hillary Clinton, John Kerry, en France, Christiane Taubira. Mais en fait, les médias occidentaux ne s'y intéressent vraiment que depuis une semaine. Il faut dire qu'en avril, tous les médias étaient plutôt focalisés sur l'avion disparu de la Malaysia Airlines. Alors avec les réseaux sociaux, la campagne de mobilisation est devenue virale et l'indignation planétaire. Justement, vous parlez d'indignation, est-ce qu'elle ne risque pas d'être contre-productive ? Alors, il est légitime de poser la question. Si l'objectif était de médiatiser l'événement pour que les lycéennes ne soient pas oubliées, qu'il y ait une prise de conscience internationale, on l'a vu, cet objectif est rempli. Mais la vague d'indignation peut aussi vite refluer, aussi vite que la vague est montée. En outre, le groupe islamiste armé Boko Haram peut se targuer de jouir désormais d'une renommée mondiale. Eux-mêmes utilisent le web, on l'a vu, pour poster leurs messages et leurs vidéos sur YouTube. La médiatisation planétaire de l'événement de l'enlèvement des jeunes filles et des messages de Boko Haram leur permet, si j'ose dire, de réaliser un bon plan de communication. Il y a même certains spécialistes qui estiment que du coup, ça pourrait encourager des actions de ce type. Alors pour autant, Sonia, est-ce qu'il faut rester sans rien dire, sans rien faire ? Là, le débat n'est pas tranché. Une chose est sûre, la mobilisation permet quand même de mettre la pression sur le gouvernement nigérien et de sensibiliser la communauté internationale. Bien sûr. Merci beaucoup, Caroline Deschamps. On vous retrouve bien sûr mardi prochain dans le 22h. Et auparavant, pour votre émission, c'est le vendredi, je le précise et je le rappelle, à 19h15 pour la politique c'est net. Merci à vous. La suite du 22h et dans un instant, c'est le grand débat du mardi soir. Allez vite sur la réforme territoriale. C'est l'objectif de François Hollande qui recevra demain tous les partis représentés au Parlement. Et c'est aussi une véritable course d'obstacles qui démarre. Le projet rencontre une multitude de résistances et pose de nombreuses questions. Quelles économies? Que supprime-t-on? Et comment le gouvernement compte-t-il s'y prendre? Restez avec nous. Débat à suivre tout à l'heure. Mais d'abord, c'est le tour de l'info. Il est préparé ce soir par Agathe Pécastin. Une nouvelle expertise dans l'affaire de la catastrophe du vol Rio-Paris survenue en 2009. Le crash serait dû à une réaction inappropriée de l'équipage après la perte momentanée des indications de vitesse. L'accident qui a tué 228 personnes aurait donc pu être évité. Ces informations pourraient remettre au cœur de l'enquête la responsabilité d'Air France. La SNCF a annoncé un plan de départ volontaire. Mais pour les syndicats, c'est un plan social déguisé. Le projet concerne les cheminots nés entre 1959 et 1961, qui laissent apparaître un sureffectif selon le comité central de l'entreprise. Nous n'avions aucun objectif de réduction d'effectifs, aucun chiffre n'a été donné, aucun objectif de réduction de masse salariale. Nous ne sommes pas dans cette logique. L'Ukraine menace de poursuivre la Russie en justice. Une réponse face aux annonces la veille par Gazprom de couper les livraisons de gaz à l'Ukraine. La Russie a violé la propriété ukrainienne. La Russie a saisi 10 à 100 milliards de dollars de biens ukrainiens, y compris la société productrice de pétrole et de gaz appartenant à l'État ukrainien. De son côté, la Russie se dit prête à des discussions avant l'élection présidentielle du 25 mai, mais les tensions persistent. Selon le gouvernement ukrainien, 6 militaires ont été tués et 8 autres blessés lors d'une embuscade dans l'est du pays. L'Europe défend le droit à l'oubli sur la toile. La Cour de justice de l'Union européenne a débouté Google. L'instance estime que le moteur de recherche est responsable du traitement des données personnelles. Les internautes ont ainsi le droit d'exiger auprès de Google de supprimer les liens auxquels renvoient des informations sur leur vie, leur goût ou encore leur image. Un nouvel arrêt jugé décevant pour le géant américain. Et on termine avec le dessin du jour signé Hervé Baudry. Le dessinateur ironie sur les critères de sélection de Didier Deschamps pour constituer la meilleure équipe de France. C'est
le plat de résistance de l'an 3 du quinquennat de François Hollande, le Big Bang territorial, une réforme tant de fois annoncée dans le passé et tant de fois reportée. Alors cette fois-ci, sera-t-elle la bonne? En tous les cas, c'est une véritable course d'obstacles qui démarre. Le gouvernement doit faire face à une kyrielle d'obstacles, de nombreuses résistances et beaucoup de questions encore en suspens. Quelles économies? Que supprime-t-on? Et comment le gouvernement compte-t-il s'y prendre pour mener cette réforme, véritable serpent de mer de la vie politique française? On en débat avec nos invités ce soir. Claudie Le Breton, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes le président de l'Assemblée des départements de France, également président du Conseil général des Côtes-d'Armor. Merci d'être avec nous. Avec nous également Philippe Marigny, bonsoir. Bonsoir. Président UMP de la Commission des finances du Sénat. On accueille également Marie-Pierre de la Gontrie, bonsoir. Bonsoir. Première vice-présidente de la région Île-de-France. Et avec nous Hervé Lebras, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, démographe et directeur d'études à l'Institut national d'études démographiques. Alors, messieurs, madame, avant d'entrer dans les détails de cette réforme et des modalités de sa mise en œuvre, une question simple pour planter le décor et avoir chacun et chacune votre avis et votre conviction. Pourquoi fait-on cette réforme? Une question simple. Quel est, selon vous, Claudie Le Breton, l'objectif principal avec cette réforme territoriale? J'attends toujours la réponse. Nous étions reçus le 22 avril chez le Premier ministre, Manuel Valls, l'Assemblée des départements de France. Toutes les sensibilités politiques étaient représentées. Et je lui ai posé la question, quel est le projet politique qui sous-tend cette réforme? Je n'ai pas eu de réponse. Hormis le fait de répondre à l'attente des Français sur le Big Bang, le millefeuille territorial, trop d'élus, trop de dépenses. Et puis la deuxième raison, c'est incontestablement, on l'a vu avec le pacte de stabilité financière, 50 milliards d'économies, dont 11 milliards pour les collectivités territoriales. Si je conçois volontiers qu'il faille faire, notamment des économies de dépenses publiques par rapport à l'endettement. Oui. Mais aujourd'hui, je pense que, personnellement, j'attendais du gouvernement qu'il y ait une véritable étape de la décentralisation. C'est-à-dire de nouvelles compétences assumées par l'État, transférées aux collectivités territoriales. Pourquoi? Parce qu'en l'espace de 30 ans, elles avaient apporté la preuve de leur bonne gestion et de l'efficacité de l'action publique. Alors on va le voir dans le détail. Marie-Pierre de la Gontrie, oui, sur j'allais dire l'objectif principal, l'esprit de cette réforme. Parce que vous voulez aller vite, le gouvernement veut aller vite. Pourquoi? Quelle est l'urgence? Alors, en écoutant Claudie Le Breton, enfin votre question et la réponse de Claudie Le Breton, je réfléchissais à ma propre interrogation puisque j'avais compris que nous étions sollicités tous sur la même question. Vous l'avez dit en introduction, c'est un sujet sur lequel on vient depuis des années. Nombre de gouvernements ont souhaité le faire. Nicolas Sarkozy l'avait fait aussi. Et la grande difficulté, c'est de mener à bien cette réforme. Le pourquoi, me semble-t-il, en tout cas, quelque chose qui est partagé depuis des années. Ce sur quoi, me semble-t-il, on devrait pouvoir se mettre d'accord, c'est sur la nécessité de moderniser l'organisation territoriale française. Modernisation, moderniser. Voilà. Je dis ça parce que tout à l'heure, on débattra ensuite du contenu, que ici, personne ne connaît en détail. Claudie Le Breton l'a évoqué, mais nous ne sommes pas... Flou, non, tellement Monsieur Marigny, inconsistant. Ce que je dis là... Même vous ne savez pas. Non, non, mais Monsieur Marigny, je ne suis pas membre du gouvernement, vous le savez, je pense. Vous êtes parlementaire, le texte n'est pas encore venu au Conseil des ministres, donc pour l'instant, j'indique juste que nous pouvons, les uns et les autres, dire ce que nous pensons devoir figurer dans cette réforme. Peut-être dire d'emblée qu'on est contre, ça me semble peut-être un peu rapide, même si j'imagine qu'il y a certains sujets sur lesquels on peut se positionner mais aisément. Vous dites l'objectif, modernisation, clarification. Mais parce que tout simplement, mais Monsieur Marigny, le gouvernement que vous souteniez, et en tout cas le président de la République que vous souteniez, avait eu une démarche du même ordre. Pourquoi moderniser sans être simplement en faisant des sauts de cabri en disant modernisons, modernisons? Moi, ce que je vois, je suis élu de l'Île-de-France. Il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé dans le panorama institutionnel de l'Île-de-France, qui va arriver, s'installer dans quelques mois. C'est la métropole du Grand Paris. Bien. À partir du moment où la métropole du Grand Paris arrive, mais il n'y a pas que à Paris et en Île-de-France qu'il y a une métropole, vous le savez bien mieux que moi. Il y a donc ces nouvelles collectivités. Quelles conclusions tirons-nous de manière à ce que ces métropoles faites pour être plus efficaces, pour être plus dynamiques, pour permettre le développement économique, bref, qu'est-ce que nous en tirons comme conséquence pour l'ensemble de l'organisation territoriale? Modernisation, efficacité. Alors Philippe Marigny, même question. Alors, on aurait l'impression, en écoutant Madame de la Gontrie, que c'est un projet urbain pour les urbains et que le reste des territoires... Mais c'est ce que j'ai compris. Et que le reste des territoires de ce pays
suit. Ce n'est que variable d'ajustement par rapport aux métropoles. Non, mais vous êtes élu de l'Île-de-France. Permettez-moi de rappeler que notre pays, actuellement, est un pays qui comporte des territoires, 95 départements, et que chacun a droit à un égal respect. Certes. Alors, quel but? Pour moi, manœuvre politique, pilotage à court terme, méthode hollandaise. Et par quoi cela se traduit-il? Prolongation des mandats en cours. Le cher Jean-Noël Guérini va avoir par exemple 1 an de plus, n'est-ce pas? Brillant résultat. Nicolas Sarkozy nous a fait voter, ne caricaturez pas les choses comme le Parti socialiste le fait trop souvent, a fait voter le principe du conseiller territorial que vous avez éliminé dès que vous avez été en possession de la majorité. Donc c'est manœuvre politicienne. Manœuvre politicienne destinée simplement à mettre l'opposition dans une espèce de nasse parce qu'on va lui expliquer qu'elle n'est pas moderne. Mais pas du tout. Moi, vous savez, j'adore ce type de situation. J'adore. Je termine le tour de table avant de rentrer dans le détail. Hervé Lebras, même question. Parce que si je la pose, Marie-Pierre de la Gontrie, c'est aussi peut-être... Enfin, je pense que les Français ou les téléspectateurs se la posent aussi. C'est pourquoi aller si vite sur une réforme dont on parle depuis de nombreuses années? Pourquoi cette accélération soudaine du calendrier? Bon, pour moi, disons que d'abord, l'énoncé même de la réforme, le regroupement des régions et la suppression des départements, c'est agir sur la forme sans préciser le fond. Donc quelque chose là qui est de l'ordre de la pensée magique, c'est-à-dire on va modifier la forme et le fond va suivre. Le second point, c'est que les régions existent, les départements existent et il me semble qu'il aurait fallu les écouter d'abord. Et que quelque part, là je reviens d'une assemblée à Nantes du conseil régional, ils sont quelque part outrés, ils disent on a été élus sur des programmes, on a fait ceci, cela, on pouvait nous consulter, il y a des choses à changer, ils ont par exemple des accords interrégionaux, et là c'est des technocrates parisiens qui, au vu de cartes avec des limites abstraites, décident de changer une géographie qui est absolument concrète. Bon, mais pourtant, il y a eu une multitude de rapports sur ce sujet. On peut se dire qu'on sait un petit peu vers où on va. Mais en tout cas, il y a un mot que vous n'avez pas encore employé, on va en parler, économie, parce que peut-être qu'on fait aussi cette réforme pour faire des économies. Claudie Le Breton, vous demandez une expertise de la Cour des comptes sur ce sujet. Et je vais vous poser la question très clairement. Est-ce que vous pensez que le gouvernement bidonne les chiffres? Quand André Valigny, ministre en charge de la réforme, il dit que ça va économiser une fourchette entre 12 et 25 milliards d'euros par an, est-ce que vous pensez que c'est du bidonnage? Qu'est-ce que j'ai dit sur une radio périphérique des dimanches matins? Dites-moi. Les chiffres sont farfelus. Ouais. Car il n'y a pas d'origine, pas de source et pas de mode de calcul. Moi, j'interroge le président de la République et le Premier ministre. Confier à Didier Migaud, le premier président de la Cour des comptes, une institution reconnue par tous, de faire une étude très précise. Si on supprime les conseils généraux, est-ce que nous allons faire des économies de dépenses publiques? S'il n'y a pas suffisamment d'économies, vous dites qu'il ne faut pas mener cette réforme? Mais non, parce qu'on a fait des études les uns les autres sur le sujet. Moi, alors, quel est votre calcul? Tout le monde dit, dans un premier temps, si on avait fait des études de modélisation sur la fusion des départements et des régions. Pendant 15 ans, il n'y avait pas d'économie, c'était des dépenses supplémentaires. Pour la gestion des régimes indemnitaires, des personnels. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est très compliqué. Et c'était qu'à partir d'un certain temps, par une organisation un peu plus rationnelle des services, que l'on commençait à faire des économies de dépenses publiques. Je veux dire que sur le sujet, il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on dise la vérité aux Français. Alors, vérité, et puis je terminerai sur un petit point, madame. Parce que je trouve quand même qu'à chaque fois dans la presse, on pose une question qui est déjà un parti pris. On dit, faut-il supprimer le département? Mais c'est une question. Comment voulez-vous la formuler différemment? On connaît ce genre de questions. Êtes-vous favorable aux réformes de l'Empire? Dans la Constitution, il y a 3 collectivités de plein exercice. La commune, le département et la région. Je ne dis pas qu'il faille renvoyer sur d'autres. Mais si on doit se poser ces questions-là, d'abord, c'est quelle organisation territoriale de la République on veut avoir. Moi, je ne veux pas passer pour un affreux conservateur. Il y a, notamment dans le projet du président de la République... Si vous dites ça, c'est qu'il y a un risque que vous passiez pour un affreux conservateur? Oui, mais bien sûr. Oui. Mais attendez, c'est ce qu'on nous renvoie sans arrêt. On dit les départements sont des collectivités du passé et des passés. Mais les collectivités départementales, elles assument des services publics dans le domaine social,
35 milliards d'euros oui. chaque année. Et d'ailleurs, François Chérec s'y est pas trompé. Il a dit attention aux risques qui pèsent sur la cohésion sociale et sur la cohésion Je vais territoriale. revenir juste, Marie-Pierre Lagrantaille, sur les économies. Et je vous donne la parole, Philippe Marini, juste un instant. Ce chiffrage, c'est vrai, de 12 à 25 milliards d'euros par an. Alors, je ne vais pas vous demander de sortir la calculette, mais est-ce que ce n'est pas un petit peu au doigt mouillé? Parce qu'on se demande comment André Valigny a pu déjà établir cette feuille de route si précise, alors que vous avez dit tout à l'heure qu'on ne connaît pas le fond. Moi, je pense que l'argument des économies n'était pas la meilleure porte d'entrée pour cette réforme, parce que, comme Claudie Le Breton, je ne dis pas qu'ils sont farfelus, j'attends qu'on les explique. J'ai envie de dire, ce serait formidable si c'était exact. Mais je ne vois pas spontanément, je ne vois pas spontanément quelles seraient les sources d'économie, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir. Parce que je pense qu'on a des gains en termes d'efficacité, parce que on pourrait avoir moins d'interlocuteurs pour tel ou tel type de projet, etc., etc. Bref, je mets de côté la qualité, la proximité des services publics, etc., etc. Mais je vois bien ce qu'on peut gagner, entre guillemets, en rationalisation des dispositifs. Très bien. En termes d'économie stricto sensu, je ne vois pas très bien, parce que nous finançons, collectivités, départements, collectivités, régions, nous finançons des politiques publiques qui, j'ai envie de dire, que ce soit les départements ou les régions, devront être financés ou pas. Mais je veux dire, c'est pas parce qu'on va réduire le nombre de collectivités qu'on réduira le nombre de Voilà, et rappelons une parenthèse, le le paquet social, 35 milliards d'euros, le RSA, la protection de l'enfance, la solidarité envers les personnes âgées, oui, ça, quelle que vous soit la posez la question de collectivité qui savoir s'en qui les prend en charge. il faudra bien les dépenser. Toute restructuration administrative profonde est un investissement qui coûte d'abord de l'argent. Ou alors il faut dire qu'on va licencier des fonctionnaires, et je pense qu'il n'en est pas question. Non. Bon. Même dans les entreprises. Alors, regardons... Non, mais cela paraît clair. Bon, regardons le fond des choses. Dans les annonces qui sont faites, il y a, à mon avis, un élément qui est extrêmement grave. Depuis... Oui. Non, mais grave. Oui. Grave pour le pluralisme, pour l'organisation territoriale de la République. Depuis à peu près 2 siècles, dans la même circonscription administrative, il y a le préfet et une assemblée élue. Et aujourd'hui, parce que le gouvernement ne disposerait pas de la majorité des 3/5 au Congrès pour réviser la Constitution, on nous dit qu'on garderait le préfet, les sous-préfets et les services de l'État, mais qu'on renverrait l'assemblée élue, qu'on la renverrait nulle part. Et je dis que ceci est une profonde rupture avec l'organisation politique de notre pays et la culture politique de notre pays. Le département est une réalité. C'est une réalité en termes de culture politique. Nous savons bien que les partis politiques sont organisés d'abord sur... Bon, vous savez, les Français, 55-45, dit le journal du dimanche. Vous parlez de la culture qui les concerne. 55-45. Bon, maintenant, moi, je ne connais pas, Sonia Mabrouk, une campagne référendaire que l'on aborderait avec 55-45 et qu'on serait sûr de gagner. N'est-ce pas? Donc c'est pas un argument. Sincèrement, c'est pas un argument. Mais sur la culture, c'est très important. Oui, non mais en plus de cela, les départements n'existent pas simplement politiquement, ils existent socialement, économiquement. Ils sont maintenant, quel que soit l'indice que vous preniez, que vous mesuriez la croissance démographique, que vous mesuriez la proportion de personnes âgées, vous voyez apparaître les départements sur la carte. Il y a le chef-lieu, et puis ça s'étiole autour, et puis les frontières sont un peu délaissées. Donc le département, c'est un art de gérer le territoire et un art de gérer à la fois le centre et la périphérie. C'est de la dentelle, vous êtes en train de nous dire, on ne découpe pas comme ça. Oui. Et c'est très important, parce qu'il faut arriver à tenir les deux. Donc je ne vois pas très bien comment on peut faire sans cela. Ça a tenu pendant 2 siècles. Premier point. Deuxième point, quand on a changé, il y avait les provinces d'Ancien Régime, les généralités, des tas de choses. On avait un motif sérieux de changer, qui était la Révolution française. Il fallait effacer l'Ancien Régime. Donc moi je dis, si on change à nouveau... Ça, il faut qu'on ait un motif très sérieux, et je ne trouve pas que le motif économique, etc., soit un motif très sérieux. Messieurs, madame, on va entrer dans le détail des modalités de la mise en œuvre de cette réforme. Et d'abord, on va regarder un exemple précis avec des pionniers. Ce sont les bons élèves, on va dire, de Franche-Comté et de Bourgogne. Les 2 présidents de région veulent fusionner. Ils l'ont dit depuis un certain temps. C'est dit, mais concrètement, comment ça va se passer? Et là, ça se complique un peu. Regardez ce reportage de Faustine Saint-Geniès. C'est le mariage dont tout le monde parle, celui de la Bourgogne avec la Franche-Comté. Les 2 régions pourraient fusionner comme le souhaitent leurs 2 présidents, Marie-Guide Dufay et François Patria.
Hier matin à Dijon, première session au Conseil régional depuis l'annonce de la probable fusion. Le président martèle son objectif, supprimer les doublons. L'objectif de cette réforme est de mettre fin aux millefeuilles territoriales afin de dépenser mieux en transparence pour les citoyens bourgeois. S'il n'existe pas encore d'études, François Patria a déjà ses estimations. Avec un rapprochement proximal, on peut déjà tabler sur environ 10 millions d'euros d'économie. 10 millions, c'est beaucoup dans le fonctionnement. Si demain, nos universités fusionnent, ce que j'espère depuis 6 ans, et que nous n'avons plus de formation redondante, et que nous avons de bonnes formations dans chacune de nos deux régions, on fera des économies là qui ne sont pas chiffrables en tant que telles, mais évidentes. Autre piste, un seul aéroport au lieu de 2 ou encore des achats groupés pour obtenir des rabais. Une décision qui semble bien accueillie par les habitants des deux régions. Dans la mesure où les deux régions sont limitrophes, oui, je suis favorable. Très favorable. Si la région est plus grande avec les moyens de communication, c'est pas ça qui me fait peur. Garder son identité, ça c'est quelque chose qui est possible. Le kir restera le kir, la cancoyette restera la cancoyette. Effectivement, ça pourrait supprimer des doublons au niveau administratif, mais il faut que le service public de proximité reste de proximité. Beaucoup de questions restent en suspens, comme le nom de la future capitale de la région. Certains redoutent un déclassement de Besançon. Plusieurs collectifs franc-comtois rejettent farouchement cette fusion potentielle, comme le mouvement Sauvons la Franche-Comté, qui dénonce un mariage forcé. La Franche-Comté a besoin d'une autonomie accrue, alors que nous vivons ce projet de fusion, au contraire, comme un retour en arrière. C'est un axe qui est développé par deux personnes qui sont M. Patria et Mme Dufay, qui ne prennent pas en compte les revendications, et c'est leur bébé. Nous, on n'en souhaite pas, on ne nous a rien demandé. Et le pire, ce sont des gens qui se vantent aujourd'hui de ne pas convoquer un référendum. C'est quand même grave en démocratie. Un point de vue partagé par certains élus qui réclament eux aussi un référendum. Voilà, Franche-Comté, Bourgogne, exemple précis, on est plus ou moins d'accord pour fusionner, se marier et plus s'y affinité, mais avec beaucoup de problèmes. Marie-Pierre de la Gontrie, une inquiétude sur les services publics, une inquiétude sur l'identité. Vous allez rencontrer une montagne, j'allais dire, de résistance et d'obstacles. Il va falloir une volonté politique de faire. C'est pour ça que bon, chaque territoire et chaque région a sa particularité. On peut comprendre le raisonnement qui consiste à dire que des régions gagneraient à être plus grandes pour être plus puissantes, pour permettre un meilleur développement économique. Très bien. Mais au-delà de cela, il faut évidemment, et c'est en tout cas la voie que souhaite suivre le Parti socialiste dans ses rencontres avec le président de la République à partir de demain, il y a évidemment un certain nombre de questions qui se posent. Il y a la question des personnels qui effectivement entend des choses, regarde la télé et se dit mais qu'est-ce qui va se passer demain? Il y a la question des élus, mais il est classiquement admis que nous ne comptons pas et que ma foi notre sort, voilà, nous sommes dévoués à la République, donc ce n'est pas pour préserver nos sièges. Il y a la question de la pérennité des services publics. Vous avez plus de questions que de réponses, en gros. Non, mais attendez, tout ça, moi, ne me choque pas, parce que, encore une fois, le président de la République et le Premier ministre ont dit un certain nombre de choses. Les consultations commencent demain. C'est dans cet état d'esprit que nous irons rencontrer le président de la République, en indiquant de manière assez résumée que nous sommes intéressés par la modernisation de la carte territoriale, mais que nous voulons qu'il y ait plus de lisibilité, qu'il y ait de la proximité, qu'il y ait des services publics. Tout ça nous importe. Je veux dire que nous ne considérons pas qu'il faut simplement accepter alors qu'on n'a pas le contenu, donc on s'interroge. Voilà, mais on est dans un état d'esprit constructif. Oui, c'est un état d'esprit constructif et un raisonnement plutôt que vous partagez, j'imagine. Il y a plutôt des questions et puis des limites fixées par Marie-Pierre de la Gontrie. Vous avez vu que j'étais un homme bien, que j'étais un homme ouvert, que j'étais un homme constructif. Moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, le fait régional est un fait qu'il faut savoir conforter. C'est pas parce qu'on va faire fusionner deux régions, je ne parle pas à la Bourgogne et à la Franche-Comté, mais deux régions pauvres, que ça fera une région riche. Et il faut savoir qu'en Allemagne, il y a des Länder qui sont plus petits que des régions françaises. La seule différence, c'est qu'ils ont beaucoup plus de compétences et beaucoup plus de moyens financiers. Et j'ai envie de dire à Marie-Pierre de la Gontrie, et je partage, et j'ai écrit des choses là-dessus. Moi, je crois qu'il serait nécessaire de transférer des compétences de l'État aux régions, et notamment dans le domaine de l'emploi. Moi, je dis qu'il faudrait que le service de l'emploi soit sur la co-autorité de l'État et du Conseil régional. Il faut se poser la question de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Est-ce que, comme on l'a fait dans d'autres pays d'Europe,
la santé, dans certains endroits, est placée sous l'autorité de collectivités territoriales. Donc, je le rappelle, moi j'attendais un mouvement de décentralisation qui aille encore plus loin. Savez-vous, il faut qu'on le dise aux téléspectateurs, que parmi les 28 pays de l'Union, la France est classée 17e des pays les plus décentralisés. Même la Pologne, aujourd'hui, qui s'est ouverte à la démocratie il y a peu de temps, est devant nous. La France, c'est 222 milliards d'euros pour les collectivités sur 1100 milliards d'euros de prélèvements publics. En Pologne, ils sont à 35%. En Allemagne, ils sont presque à 40%. Au Danemark, ils sont à 64%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est face à un problème de modernisation, certes, de démocratie et d'efficacité de l'action publique à des coûts maîtrisés. Et aujourd'hui, 30 ans après les lois de décentralisation, les collectivités qui n'ont pas de droit au déficit public sont incontestablement les mieux gérées et les plus efficaces dans notre pays. C'est le succès de la décentralisation. Et je terminerai sur un exemple. Un collège public en France de 500 élèves, il faut compter entre 17 et 20 millions d'euros. Je viens de signer dans mon département un marché où je fais un collège à moins de 10 millions d'euros. C'est un travail de 3 ans. Une pression énorme de l'innovation, et c'est possible. Et ça, c'est possible. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des élus qui travaillent à côté, notamment de leurs administrations. Il faut bien entendu adapter, moderniser les structures territoriales de notre pays. Mais si l'on regarde les choses... Mais attendez, laissez-moi terminer ma phrase. Je pense que rien ne s'opposerait à ce que des départements dont les contours pourraient évoluer, peut-être des départements un peu moins nombreux, exercent ensemble, avec les mêmes élus, les compétences de la région au siège de la région. C'est très proche de ce que nous avions en tête avec le conseiller territorial, n'est-ce pas? Mais vous savez, on aurait vraiment économisé beaucoup de temps et donc de l'argent si on n'avait pas jeté simplement pour des raisons de principe ce qui avait été fait par les prédécesseurs. Maintenant, la France, elle a besoin d'une structure territoriale de proximité ou de relative proximité. C'est vrai que les métropoles vont exercer des compétences départementales. Qu'est-ce qui va rester du département du Rhône en dehors de la métropole lyonnaise? Il va rester le Beaujolais, eh bien, qui va devoir se rattacher à quelque chose. Et de proche en proche, on doit pouvoir raisonnablement refaire le travail des constituants. C'est du travail, n'est-ce pas? Attendez, vous avez parlé... fait évoluer le discours de M. Marini. Mais oui. Non, j'ai toujours défendu 50 grands départements. Voilà. Justement, Hervé Lebras, je voulais vous faire réagir à un reportage, puisque vous, on a parlé de proximité, Philippe Marini, vous venez de parler de proximité. On va parler aussi de ruralité. Je vais citer la phrase de Didier Guillaume, qui est le patron des sénateurs socialistes et président du Conseil général de la Drôme. Il dit « Attention, dans les zones rurales, il y a le sentiment d'abandon. Dans ces zones, il faut encore des élus qui s'occupe de la péréquation. Donc, il faut faire attention aux différentes zones. On s'est rendu avec notre journaliste Sandra Cercara dans le Cantal, où un slogan rassemble de plus en plus de monde. Touche pas à mon département. Regardez ce reportage et vous réagissez juste après. Depuis quelques jours, le Conseil général du Cantal entre en résistance. La campagne Touche pas à mon département a été lancée avec une pétition en ligne pour dire non à la suppression du Cantal. La réforme territoriale inquiète. Selon Jacques Mézard, il y a un sentiment d'abandon chez les habitants. Entendre qu'il y aura suppression des départements sans que l'on sache par quoi déjà ils seraient remplacés, et alors que nous sommes dans le Cantal, en tout cas la préfecture est à 2h15 de route allée de la métropole régionale. Imaginez qu'il y ait une fusion par exemple de région avec Lyon, nous serions à 9 heures de route ou de train aller-retour pour rejoindre la nouvelle capitale régionale. On est déjà à 4h30. Tenir davantage compte de la ruralité pour que les départements ruraux et les départements qui possèdent une métropole régionale ne soient pas logés à la même enseigne. La suppression des départements autour de Lyon, autour de Toulouse, autour de Montpellier, autour de Lille, ça va de soi pratiquement. La situation est très différente dans nos départements ruraux et nous avons besoin de conserver des collectivités de proximité. Alors que le gouvernement veut accélérer la réforme, la résistance locale se met en place. D'autres campagnes devraient être lancées dans une trentaine de départements ruraux. Alors voilà pour ce reportage de Sandra Cercara. Hervé Lebras sur cette spécificité des zones rurales fragiles forcément. Ces zones rurales plus ou moins fragiles représentent une très grosse partie du territoire français d'abord. Et bien sûr,
gérer un pays, c'est gérer les hommes, mais c'est aussi gérer les territoires. Et il y a un autre problème qui est maintenant un problème de plus en plus net dans notre pays, c'est que justement, ces zones rurales écartées, qui au fond avaient une vie traditionnelle jusqu'à une époque très récente, sont en train de basculer dans l'extrémisme. Et dans l'extrémisme de l'extrême droite, il y a vraiment une montée, il y a une transformation, si vous voulez, de l'électorat, notamment du Front National, qui quitte ces zones d'ancrage habituelles, la région lyonnaise, l'Alsace, PACA, et qui gagne de plus en plus des régions rurales éloignées, dans le Limousin par exemple, dans la Sarthe, où les scores sont élevés. Donc il y a un vrai sentiment d'abandon, et la déclaration gouvernementale ne fait qu'accentuer ce sentiment d'abandon. Alors on a dit, les Français ne connaissent pas leur conseiller départemental ou général. C'est vrai, un certain nombre ne le connaissent pas, mais inversement, le conseiller général ou départemental connaît très bien son canton. Il est un intermédiaire extrêmement important, et au moment où des choses graves peuvent se produire dans le canton, on sait à qui s'adresser. Voilà, et la donc suppression est à mon avis très dangereuse. Alors, encore évidemment un élément dont on n'a pas encore parlé, c'est le calendrier à présent. Accéléré, mais quand exactement, Marie-Pierre de la Gontrie? Peut-être avez-vous la réponse. En tous les cas, selon les Échos ce soir, l'un des scénarios privilégiés vise à reporter les élections régionales, on le sait, non pas d'1 an, en mars 2016, comme envisagé, mais de 6 mois seulement. Donc accélération peut-être prévue ce soir. Le texte passerait donc peut-être en session extraordinaire au Parlement en juillet. Vous avez des informations, vous le confirmez? Non, je n'ai aucune information, mais moi j'ai un souhait, c'est que le flou se dissipe rapidement. Parce que je pense à l'inquiétude, encore une fois, je l'ai évoqué plusieurs fois, je m'en excuse, mais des agents des collectivités, des habitants de ces départements, régions, etc. Et donc je pense qu'il faut que nous sachions assez vite quel est le projet, qui sera ensuite débattu, concerté, et sur le plan politique, voté, il faut trouver comment ne pas être sous le coup d'une révision de la Constitution parce qu'il n'y a pas de majorité à Versailles. Il va falloir trouver quelque chose, parce que sinon vous êtes le coup ou le référendum. C'est ce que j'ai cru comprendre. Est-ce que vous êtes favorable au référendum d'ailleurs? Demandez au peuple ce qu'il en pense. Je ne suis pas sûr que mon avis ait un grand intérêt, puisque c'est le président de la République qui en déciderait, mais pour avoir vécu, pour avoir vécu un référendum dans lequel on s'est tous beaucoup investis au moment de la révision de la Constitution européenne, j'ai tendance à penser qu'un référendum, c'est toujours quelque chose de complexe. Et pourtant, rare que le peuple réponde à la question posée. Il répond plutôt à celui qui pose la question. C'est pour ça, Philippe Marini, que toute la droite insiste pour qu'il y ait un référendum? Pour piéger le président Hollande. Mais écoutez, la dernière... Philippe Marini, il faut savoir qu'il a des grands chefs qui sont pour la suppression des départements. Non, mais ça existe. Non, il existe tout. Nous sommes une union, un rassemblement, n'est-ce pas? Mais vous êtes pour le référendum, vous-même. Moi, je ne suis pas une exception. En tout cas, ici au Sénat, chers collègues, je pense que l'on trouvera plutôt, chez vous comme chez nous, des départementalistes prêts à défendre le département. C'est dit. Pour terminer un tour de table, est-ce que vous croyez vraiment, quand on entend je posais ma dernière question sur le flou, on ne peut pas dire que le Parti Socialiste, avec les 41 voix qui ont manqué elle vous dit sincèrement qu'il y a du flou. Ça soit vraiment un truc en ordre de marche. Monsieur Marini, je vous ai redit, le président de la République rencontre les chefs de parti à partir de demain, et un certain nombre de questions qui se posent, il y sera forcément répondu dès lors qu'on aura un projet de loi. Peut-être que nous aurons des réponses, en tout cas vous l'avez précisé, François Hollande recevra donc les chefs de parti représentés au Parlement demain pour une accélération de cette réforme territoriale. Merci d'avoir été nos invités, Marie-Pierre de la Gontrie. Je montre votre livre si on a quelques instants, La Nouvelle Île de France. Le voici aux éditions Jean Jaurès Fondation. Hervé Lebras, merci. Philippe Marini, merci à vous. Claudie Le Breton, merci d'avoir été notre invité. Et merci à vous de nous avoir suivis, bien sûr. Tout de suite, c'est l'émission politique Preuve par 3. Belle et douce nuit. À demain, 22h, avec plaisir, bien sûr.